Du sable, il y en a partout et c'est une ressource particulièrement basique. Mais c'est aussi la ressource naturelle la plus consommée sur Terre après l'air et l'eau. Lorsqu'il est fondu et transformé, le sable devient omniprésent dans notre vie quotidienne d'une manière que vous n'imaginez pas. Tous les chantiers de construction, les routes goudronnées et les écrans d'ordinateur sont faits avec du sable, du télescope spatial Hubble à la pyramide de Khéops. Mais il ne s'agit pas seulement d'objets et de bâtiments. Le sable est également source de dioxyde de silicium, un minéral présent dans le vin que nous buvons, dans le papier sur lequel nous écrivons et dans les aliments déshydratés que nous mangeons. C'est un matériau qui entre dans la composition des dentifrices et des cosmétiques. Le sable est aussi une source de minéraux stratégiques, comme le silice, le thorium, le titane et l'uranium. Sans ces matériaux, les cartes bancaires, les guichets automatiques et même certains alliages plastiques et métalliques ne pourraient pas exister. Le sable est essentiel à l'innovation. C'est l'ingrédient invisible de la civilisation humaine. Et aussi incroyable que cela puisse paraître, le sable est en train de disparaître. Bonjour à tous et bienvenue dans une nouvelle vidéo d'Enjeux sur Cartes. Pensez à vous abonner pour soutenir la chaîne. Le sable est utilisé dans la construction depuis l'Antiquité. Mais ce n'est qu'avec l'avènement du monde industriel moderne que les industries ont commencé à l'exploiter à une échelle colossale. Mélangé à du ciment et à des tiges d'acier, le sable devient du béton armé, un matériau qui a révolutionné la construction. Sa flexibilité, sa résistance et son faible coût en font un matériau idéal. Tout au long du XXe siècle, le béton armé a sculpté les contours des paysages urbains. Aujourd'hui encore, au moins les 2/3 de tous les bâtiments dans le monde sont faits de béton armé. Et ce béton est lui-même composé de 2/3 de sable. Les quantités utilisées sont difficiles à concevoir. Une maison moyenne utilise 200 tonnes de sable, tandis qu'un grand bâtiment en utilise 3000. Chaque kilomètre d'autoroute utilise 30 000 tonnes de sable. Et lors de la construction de méga-projets, tels qu'un barrage hydroélectrique ou une centrale nucléaire, la somme se chiffre en dizaines de millions. Entre 2011 et 2013, la Chine a consommé environ 6 milliards de tonnes de béton. C'est plus que ce que les États-Unis ont utilisé pendant tout le XXe siècle. De nouveaux méga-projets sont en cours de construction partout dans le monde. Les villes s'agrandissent et la population mondiale dépassera les 10 milliards d'habitants d'ici 2060. L'urbanisation s'accélère et les besoins en bâtiments, en électronique et en infrastructures vont augmenter en conséquence. Avec ça, les besoins en sable vont aussi augmenter. Mais ce sable doit bien venir de quelque part. Autrefois, le sable utilisé dans la construction provenait de carrières et de rivières locales. Mais ces sources sont maintenant presque épuisées. C'est pourquoi une grande partie du sable utilisé dans la construction provient désormais de la mer. Concrètement, un navire sablier prend le large et procède à l'extraction du sable des fonds marins. Au départ, cela se faisait dans les rivières, mais l'extraction du sable des rivières favorise les inondations. Les navires sont donc maintenant envoyés en haute mer. La mer du Nord est particulièrement riche en sable de haute qualité. Mais l'extraction du sable est aujourd'hui une industrie qui pèse des milliards, et les flottes de navires sabliers se font de plus en plus nombreuses à travers le monde. Cela implique toujours plus de risques environnementaux pour l'écosystème marin. Mais le plus gros problème, c'est que le sable est fondamentalement non renouvelable. La création du sable est un processus qui prend des siècles. Concrètement, la météo et le climat usent les montagnes. Les gros rochers se brisent en petits morceaux et finissent par se fragmenter en pierres. Ces pierres sont régulièrement cassées et polies en petits morceaux et finissent par atteindre les rivières et les deltas. L'autre problème, c'est quand les pays construisent des barrages pour exploiter les rivières. Il existe actuellement environ 850 000 barrages dans le monde, et ces barrages ne retiennent pas seulement l'eau, ils emprisonnent également les grains de sable. C'est ainsi que la moitié du sable qui aurait dû atteindre la mer se retrouve piégé dans les barrages. Ce sable, qui est essentiel pour notre civilisation, ne pourra jamais être utilisé, et on ne pourra pas le retrouver ailleurs. Pourtant, nous savons tous qu'une grande partie de la planète est recouverte de sable. La péninsule arabique et le désert du Sahara en sont de parfaits exemples. Il y en a des quantités astronomiques. Oui, mais il y a un problème. Le sable du désert n'est pas le bon type de sable. Dans son livre « Le monde dans un grain », Vince Beiser explique que les grains du désert sont ronds. Ils ont été polis par le vent durant des siècles, à tel point qu'ils ne peuvent pas se coller les uns avec les autres pour former un béton solide. Pour tout projet de construction, qu'il s'agisse d'une île artificielle ou d'un hôpital, les grains de sable doivent avoir des bords rugueux. C'est ce qui leur permettra de rester collés. Le sable des rivières, des berges, des plaines inondables, des lacs, des bords de mer et de la mer profonde possède des bords rugueux, ce qui le rend parfait pour un usage industriel. Le sable du désert est donc sans valeur.
Cela explique pourquoi les Émirats arabes unis importent du sable d'Australie, pourquoi l'Arabie saoudite importe du sable d'Écosse et pourquoi l'Égypte importe du sable d'Inde. Que ces pays désertiques aient besoin d'importer du sable est plutôt ironique, mais ils n'ont pas le choix. Dans toute l'histoire de l'humanité, jamais les villes n'ont été bâties à une échelle et à un rythme aussi importants qu'aujourd'hui. Les chaînes d'approvisionnement mondiales sont toujours plus étendues et de plus en plus d'États se voient obligés de reconnaître le sable maritime comme une ressource finie comme toutes les autres ressources. L'offre n'est pas infinie comme on le croyait auparavant. Ce qui se passe à Singapour nous donne un aperçu de ce qui nous attend. L'État traite le sable comme une ressource stratégique. De la même manière que certains États créent des réserves stratégiques de pétrole et de gaz, Singapour stocke des quantités gigantesques de sable qu'il garde en réserve. Pour le contexte, ces 30 dernières années, Singapour a connu un boom de la construction. Sa population a presque doublé, tandis que sa superficie a augmenté de 20%. Cette expansion urbaine et terrestre a épuisé les dépôts de sable du pays, y compris son fond marin. Afin de soutenir sa croissance, l'État asiatique a dû se tourner vers ses voisins pour se procurer des approvisionnements supplémentaires. Le problème, c'est que le sable est l'un des minéraux les plus dynamiques. Lorsque vous le prenez sous la mer, la gravité compense la déduction en déplaçant les grains de sable qui se trouvent plus en altitude, et ce, même sur de longues distances. Cela signifie que les rivages du monde entier se rétrécissent. Sur le long terme, c'est un énorme problème pour les nations maritimes et insulaires, surtout si l'on tient compte de l'élévation générale du niveau de la mer. Ainsi, au cours des 30 dernières années, et alors que Singapour importait le sable de ses voisins, certaines îles de la mer de Chine ont commencé à disparaître. L'Indonésie, par exemple, a perdu 25 îles. Cela a abouti à des pourparlers sur la démarcation des frontières entre Singapour et l'Indonésie. En 1997, la situation s'est tellement détériorée que la Malaisie a cessé de vendre du sable à Singapour. L'Indonésie et le Cambodge ont fait de même en 2007 et le Vietnam en 2009. Singapour s'en sort toujours en utilisant des sociétés écrans, mais les difficultés qu'il rencontre montrent que la pénurie croissante de sable en fait une ressource stratégique. Le stockage de sable pourrait donc devenir une pratique courante dans un futur proche. Dans le même temps, et à mesure que des îles disparaissent en mer de Chine, les frontières maritimes internationales se voient modifiées. De la même manière que les îles artificielles de Pékin étendent les frontières maritimes chinoises, la disparition d'îles réduit la zone d'influence des pays concernés. L'exemple le plus extrême se trouve en Inde, où la mafia du sable se classe parmi les syndicats criminels les plus puissants du pays. Les autorités indiennes utilisent des drones pour combattre la mafia du sable et arrêter les extractions illégales. Mais c'est une bataille sans fin. La mafia du sable est profondément liée à l'industrie de la construction au niveau national. Ces gens ont les poches bien remplies et le soutien de l'appareil politique. Ce qui se passe en Inde, à Singapour et aux Émirats arabes unis est la manifestation d'une crise qui se construit lentement et qui témoigne de l'avènement de la guerre du sable. Il existe des preuves scientifiques solides suggérant que le sable se fait de plus en plus rare dans de nombreuses régions du monde. Et lorsqu'une ressource stratégique devient finie, elle devient source de conflits géopolitiques à l'image du pétrole brut et du gaz naturel. La compétition pour les ressources naturelles est souvent la première cause de conflit. Et à moins que les choses ne changent, la crise du sable favorisera régulièrement les conflits maritimes, elle mettra en danger la population de certains pays, provoquera des pénuries et détruira durablement l'environnement. Les ressources finies créent des conflits presque infinis.